À 72 ans, je me sens centenaire. Je m'appelle Margaret, et les fardeaux invisibles que j'ai portés tout au long de ma vie m'ont vieilli bien au-delà de ce que n'importe quelle ligne du visage pourrait indiquer. Alors que je me repose sur ce matelas inflexible et froid, des souvenirs reviennent inopinément. Le parfum terreux de l'eau de pluie souffle en rafale et fait trembler les fenêtres de la maison de notre enfance. La voix de ma mère appelle mes frères et sœurs à l'intérieur à l'approche du crépuscule. Les souvenirs ne s'effacent pas vraiment. Ils se cachent simplement dans l'ombre de l'âme, attendant patiemment de refaire surface. Les années 1950 ont vu ma naissance dans un petit hameau du Texas. J'étais l'enfant numéro 3 parmi 7 frères et sœurs. Notre résidence était exiguë, construite en bois patiné avec un toit perpétuellement endommagé. Nous manquions d'électricité et comptions plutôt sur des lampes à huile qui projetaient une lumière vacillante pendant les froides soirées d'hiver. Les difficultés ont défini notre existence. Pourtant, je n'avais aucune notion de confort à laquelle aspirer. Avant de poursuivre mon récit, je suis curieux, d'où écoutez-vous? Veuillez partager ci-dessous et je vous répondrai individuellement. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour entendre plus de récits d'aînés comme moi. Madame Antonia, ma mère, était une femme sévère, avec peu de conversation et de nombreuses responsabilités. Monsieur John, mon père, travaillait dans les champs de l'aube au crépuscule, rentrant chez lui en s'attendant à des repas bien chauds et à un calme complet. Il y avait peu d'occasions de tendresse ou de récréation. Très tôt, j'ai découvert que dans notre foyer, l'amour restait tacite et indémontré. Aimer signifiait simplement survivre un autre jour sans fin. Contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, qui s'ébattent librement, mon enfance a été très différente. À 5 ans, j'aidais déjà ma mère à laver les vêtements de mes frères et sœurs dans la rivière. À 7 ans, je maîtrisais la cuisine sur notre poêle à bois. Et à 9 ans, j'ai accompagné mon père au champ, désherbant avec une houe plus grande que moi. Le soleil brûlant brûlait ma peau délicate tandis que des callosités se formaient sur mes petites paumes, mais je restais silencieux. J'ai vite appris que les larmes invitaient à la punition. L'école n'a jamais été une priorité. Ma mère disait qu'une femme devait apprendre à prendre soin de la maison. Et mon père pensait qu'étudier était réservé aux riches. Malgré cela, je chérissais ces rares moments où je pouvais m'échapper et m'asseoir par terre dans la classe de Madame Marie, griffonnant dans un cahier avec un crayon si petit qu'il tenait à peine dans mes doigts. Madame Antonia, Margaret a le don d'apprendre. Vous devriez laisser la fille étudier davantage, disait le professeur. Ma mère se contenta de secouer la tête, coupant tout espoir. Et qui va m'aider à la maison? Les livres ne remplissent pas le ventre, professeur. Mon destin a donc été scellé avant même que je grandisse. Mes frères n'avaient pas non plus le choix. Les garçons allaient au champ, les filles travaillaient comme bonnes dans les maisons d'autres familles. À l'âge de 12 ans, je savais déjà que ma vie serait une servitude éternelle. Mais en moi, je nourrissais encore un petit rêve fragile mais persistant. Je rêvais d'avoir une famille différente, d'épouser un homme bon qui m'aimait, d'avoir des enfants qui ne connaîtraient jamais la faim ni le mépris d'une mère, qui n'éprouveraient jamais la peur d'un père. Mais avec le recul, je me rends compte que le destin se moque de nos rêves. La vie ne nous donne pas toujours ce que nous demandons. Parfois, cela nous donne exactement le contraire. Mes journées suivaient une routine implacable. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, j'ai aidé ma mère à préparer le petit déjeuner pour mes frères et sœurs et avant même de pouvoir en prendre une gorgée, j'étais déjà les mains plongées dans l'eau froide de la rivière, récurant les vêtements de toute la maison. Puis vinrent les champs, où je passais des heures et des heures à arracher les mauvaises herbes, à récolter tout ce que la terre nous donnait, transpirant sous un soleil impitoyable qui me brûlait la peau. Il n'y avait pas de place pour rêver, mais d'une manière ou d'une autre, je portais toujours en moi l'espoir d'un avenir différent. À 14 ans, ma mère m'a annoncé que je n'avais plus à me soucier des champs. Mon cœur manqua un battement. Pendant un bref instant, j'ai cru qu'elle avait peut-être changé d'avis et qu'elle me laisserait étudier, mais mon soulagement fut de courte durée. Tu es une jeune femme maintenant, Margaret. Je t'ai trouvé un bon travail à Olive House. Tu y travailleras comme femme de chambre. Mon souffle se bloqua dans ma gorge.
La famille Olive était l'une des plus riches de la ville, propriétaire foncier possédant une grande maison au centre. J'avais entendu des histoires sur la façon dont ils traitaient leurs servantes. Certaines filles sont restées à leur service pendant des années sans jamais rentrer chez elles. D'autres sont parties au milieu de la nuit en pleurant, sans jamais expliquer pourquoi. J'ai regardé ma mère, espérant une lueur de compassion, mais tout ce que j'ai vu était une froide détermination dans ses yeux. Je ne veux pas de plainte. Vous y allez et vous en serez reconnaissant. Certaines filles ne comprennent même pas ça. Et ainsi, sans choix, j'ai été poussé vers une nouvelle vie qui n'était pas la mienne. Dans une maison qui ne serait jamais la mienne, au service de gens qui ne me considéreraient jamais comme un égal. La maison de la famille Olive était immense. Des lustres en cristal, des meubles lourds en bois noble, des tapis si doux que mes pieds nus s'y enfonçaient. Cela semblait être un autre monde, mais à l'intérieur, je n'étais rien de plus qu'une ombre. Ils m'ont donné une pièce mal éclairée à l'arrière avec un matelas fin et une couverture en lambeaux. Mes journées commençaient avant les maîtres et ne se terminaient qu'après que tout le monde se soit endormi. J'ai lavé, cuisiné, servi et nettoyé. La maîtresse, Madame Audet, ne me regardait jamais dans les yeux lorsqu'elle me parlait. Margaret, le sol est sale, criait-elle en désignant un sol déjà brillant à cause de tous mes récurages. Le maître, Monsieur Anelmo, était un homme calme et sérieux. Mais ses yeux me donnaient des frissons. J'ai essayé de rester invisible, sachant que si je ne causais pas de problème, je pourrais peut-être économiser de l'argent, peut-être même me construire un avenir. Mais dans des maisons comme celle-là, les filles comme moi n'avaient aucun contrôle sur leur propre destin. Une nuit dans les années 1970, alors que j'avais 21 ans, le silence de la maison était plus lourd que d'habitude. La maîtresse et les enfants étaient sortis, ne laissant que le maître. J'étais sur le point de me retirer lorsque j'entendis des pas lourds derrière moi. Mon cœur s'emballa. « Vous êtes seule, Margaret ?» La voix de Monsieur Anselmo était basse et prolongée. J'ai avalé difficilement, sans me retourner. « Oui, monsieur. Je vais me coucher maintenant. » J'ai fait un pas en avant mais j'ai senti sa main attraper mon bras. « Tu es une jolie fille » murmura-t-il en serrant mon poignet avec force. La peur a envahi mon corps comme une vague de froid. Je savais déjà ce qui arrivait aux autres servantes lorsque les maîtres étaient seuls dans la maison. Et je savais aussi que personne ne les avait jamais crus par la suite. Dans un élan d'impulsion, je me suis tordu le bras, je me suis libéré et j'ai couru. J'ai couru dans les couloirs sombres de la maison, trébuchant sur les meubles, retenant le cri dans ma gorge. Mon corps tremblait, ma poitrine me brûlait. Derrière moi, je n'entendais qu'un rire sourd. « Tu as de la chance, ma fille. Mais ton heure viendra. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé les yeux. Je m'assis sur le mince matelas de ma petite chambre, serrant mes genoux, essayant de retenir mes larmes. Je ne pouvais plus rester là. Je savais que si j'attendais, tôt ou tard, quelque chose de pire arriverait. Le lendemain matin, avec le peu d'argent que j'avais économisé caché dans le bas de ma jupe, j'ai pris mes affaires et je me suis enfui. J'ai couru chez ma mère, croyant que je trouverais une protection. Mais quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par un regard furieux. « Que faites-vous ici ?» J'ai essayé de m'expliquer, ma voix s'étranglait. Je lui ai parlé du maître, de la peur que je ressentais. Mais ma mère n'était pas émue. « Es-tu stupide, Margaret ? Comment penses-tu que la vie fonctionne ? Les hommes sont comme ça. Mais c'était une belle vie. Maintenant tu es revenu ici pourquoi ? Pour mourir de faim. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma propre mère, a dit cela comme si cela ne voulait rien dire. Retournez. Excusez-vous. Faites tout ce que vous avez à faire. Une douleur perçante me traversa la poitrine. Ma mère préférait me voir soumis à n'importe quoi plutôt que de retourner dans cette maison. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais pas de maison là-bas. J'étais juste un fardeau. Sans savoir où aller, sans personne pour m'aider, j'ai fait la seule chose qui me restait. J'ai pris mon paquet de vêtements et je suis parti là où je ne savais toujours pas.
Mais sur ce chemin de terre, sous le soleil brûlant de la campagne, ma vraie vie était sur le point de commencer. Une vie de lutte, une vie de douleur, mais peut-être une vie qui était la mienne. Mes pieds étaient couverts de poussière rouge lorsque je suis arrivé à la gare routière. Mes mains étaient moites, serrant le paquet de vêtements contre ma poitrine. Je n'avais nulle part où aller, pas assez d'argent et je ne connaissais personne pour m'aider. Mais je savais que je ne pouvais pas rester là, dans la maison où ma propre mère m'avait tourné le dos, où j'avais été élevé uniquement pour servir, où il n'y avait pas de place pour les rêves. Mon souffle était lourd. J'ai regardé autour de moi, essayant de trouver un visage familier, quelqu'un qui pourrait me dire quoi faire. Mais tout ce que j'ai vu, c'est une foule d'étrangers. Des hommes avec des chapeaux de paille, des femmes portant des paniers, des enfants qui jouent près de la route. Aucun d'eux ne savait ce que je ressentais. Aucun d'eux ne savait que j'étais complètement seul au monde. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers le guichet. « Madame, où va le prochain bus ?» La femme derrière la vitre me regardait de haut en bas avec un regard fatigué. « Ça va à Houston. » Mon esprit tournait. Je n'avais jamais quitté ma ville. Houston semblait être une autre planète. Mais c'était peut-être ce dont j'avais besoin. Un endroit où personne ne me connaissait, où je pouvais recommencer, où je pouvais juste être Margaret et non la fille de la campagne, la bonne, la fille ingrate qui a abandonné sa maison. Combien coûte le tarif ? Ma voix était hésitante. Elle a dit le montant. J'ai fouillé dans les poches de ma jupe, compté les pièces, et mon estomac s'est retourné. Je n'avais presque rien. Y a-t-il un billet moins cher ? Ai-je demandé, ma voix se cassant. La femme roula des yeux avec impatience. Soit tu paies, soit tu n'y vas pas, ma fille. J'ai avalé difficilement. Je ne pouvais pas abandonner. J'ai traversé la rue où des hommes déchargeaient de lourds sacs de maïs. Je me suis approché de l'un d'eux et j'ai ravalé ma fierté. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide ?» L'homme m'a regardé de haut en bas, surpris. « Toi, une petite fille frêle ? » Je suis fort, mentis-je. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour voyager. Il a ri mais m'a tendu un sac de maïs. Si vous pouvez apporter ça à l'entrepôt là-bas, je vous paierai de la monnaie. J'ai pris le sac, sentant le poids m'écraser les épaules, mais je n'ai pas abandonné. Mes jambes tremblaient, mon corps me faisait mal, mais j'avançais, un pas à la fois. Quand j'ai eu fini, l'homme m'a tapoté l'épaule. « Très bien, ma fille. Tiens. » Il m'a tendu des pièces. Je suis retourné au guichet, les mains tremblantes, je lui ai donné tout ce que j'avais. « Je veux le billet. » La femme a pris l'argent et, sans même me regarder, a poussé le billet par la fenêtre. C'était officiel, je partais. Le voyage a duré des heures. Le bus roulait sur des chemins de terre et, à chaque minute qui passait, je m'éloignais de la seule vie que je connaissais. Je suis arrivé à Houston alors que le soleil se couchait. L'odeur de la ville était différente, fumée, graisse, détritus. Les rues étaient pleines de voitures klaxonnant et de voix. Les gens marchaient vite, comme s'ils avaient un endroit où aller. Je ne l'ai pas fait. J'ai serré mon paquet de vêtements dans mes bras et j'ai commencé à marcher, essayant de savoir où aller. Mon estomac gargouilla. Je n'avais pas mangé depuis le matin. Je suis passé devant un marché et j'ai vu un panier de bagels. Mon cœur me faisait mal. Je pouvais sentir les bagels chauds et ma bouche se remplissait de salive, mais je n'avais pas d'argent. J'ai vu un homme en costume acheter un bagel et mettre la monnaie dans la poche de son manteau. Lorsqu'il s'est éloigné, j'ai ravalé ma fierté et je me suis approché de lui. « Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider avec de la monnaie pour acheter quelque chose à manger ?» Il m'a regardé de haut en bas. « Perds-toi, ma fille. Va travailler. » Le son de ces mots m'a frappé comme une gifle, mais je savais déjà que le monde n'avait aucune pitié pour ceux qui n'avaient rien. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que je voie une affiche sur un poteau, aide de cuisine recherchée, salaire hebdomadaire. Mon cœur s'emballa. J'ai déchiré le papier et j'ai couru à l'adresse indiquée.
J'arrive dans un petit restaurant simple qui sent la cuisine faite maison. Un homme potelé avec un tablier taché de farine me regardait avec méfiance. « Que veux-tu » J'ai avalé difficilement. « Le travail ?»« Je sais cuisiner. » Il haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu sais cuisiner ?» J'ai réfléchi rapidement. « Sandwich, soupe, ragoût. » Il a ri. « Oh, vraiment ? Alors entre. » « Je veux voir. » Je suis entré. Il m'a tendu un couteau et m'a montré un tas de légumes. « Coupez-les pour la soupe. » Mes mains tremblaient, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit. Je ne pouvais pas perdre cette chance. Il m'a regardé en silence et, au bout d'un moment, il a grogné. « Très bien, commence demain. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Je l'avais fait. Pour la première fois de ma vie, j'étais seul, sans mère, sans père, sans maître violent. Mais pour la première fois, je commençais à construire quelque chose pour moi-même. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse, je ne laisserai plus jamais personne me traiter comme un objet jetable. Si le monde voulait m'abattre, je me battrais jusqu'au bout. Et ce combat ne faisait que commencer. Cette nuit-là, après avoir obtenu mon premier emploi en ville, j'ai quitté le restaurant la gorge nouée et les larmes aux yeux. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. J'avais obtenu une chance. Petit, presque insignifiant pour le monde, mais pour moi, cela signifiait tout. Mais un nouveau problème est apparu, je n'avais nulle part où dormir. Les rues de Houston étaient vivantes, pleines de voix, de pas précipités et de lumières clignotantes dans les enseignes des magasins. J'errais sans but avec le paquet de vêtements pressés contre ma poitrine, sentant le vent froid de la nuit me couper la peau. Je suis passé devant un banc de parc et j'ai vu un homme étendu là, couvert par un journal, un sans-abri. Mon estomac se retourna. Je n'étais plus très différent de lui maintenant. Je m'assis sur le banc à côté de lui et fermai les yeux. J'étais tellement épuisé que mon corps réclamait du repos. Mais la ville ne dort jamais. Et ainsi, j'ai appris la première grande leçon sur le fait d'être seul. Le lendemain, avant le lever du soleil, je suis retourné au restaurant. Une odeur de café forte emplissait l'air et le patron, Monsieur Mario, était déjà là, coupant de la viande sur une vieille planche. « Tu es en avance » dit-il sans me regarder. « J'ai besoin de ce travail » répondis-je fermement. Il rit sèchement et désigna la pile de vaisselle sale dans l'évier. « Alors commence par les laver. » Et c'est ainsi que ma nouvelle routine a commencé. Les premiers jours ont été un enfer. Mes mains craquaient à cause du froid. Mon corps me faisait mal à cause des poils à récurer. Quand je ne faisais pas la vaisselle, j'épluchais des oignons, je nettoyais le sol, je balayais le couloir. Les serveurs me regardaient avec dédain. J'étais la nouvelle, la fille de la campagne qui ne connaissait rien à la ville. Mais je ne me suis pas plaint. J'ai avalé chaque humiliation, chaque regard méprisant, chaque ordre dur parce que je savais que si j'échouais, je n'aurais pas d'autre chance. Après une semaine de travail, Monsieur Mario m'a appelé à l'écart. « Avez-vous besoin d'un endroit où rester ?» Mes yeux se sont agrandis. « Oui, monsieur. » Il se frotta pensivement le menton. « Il y a un peu de place à l'arrière, près du stock. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que de dormir dans la rue. » Mon cœur s'emballa. « Je peux payer, j'ai juste besoin de temps pour économiser de l'argent. » « Tu n'as rien à payer, ma fille, mais assure-toi de bien travailler. » J'ai presque pleuré de gratitude, et c'est comme ça que j'ai eu un toit dans la grande ville. La chambre était petite, avec un mince matelas au sol et une couverture en lambeaux, mais c'était la mienne. Cette nuit-là, je me suis allongé là, et pour la première fois depuis que j'ai quitté la maison de ma mère, je me suis senti en sécurité. Mais la grande ville n'est pas un endroit pour les innocents, et je l'apprendrai à mes dépens. Dans ce restaurant, j'ai rencontré James. C'était l'un des serveurs bruns, grand, avec un sourire facile et une attitude charismatique qui faisait pâmer toutes les filles. Mais il a choisi de me regarder. « Tu travailles beaucoup, n'est-ce pas, Margaret ?» dit-il un jour alors que je portais une pile d'assiettes.
J'ai rougi. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. Je n'ai pas le choix, répondis-je en faisant un demi-sourire. À partir de ce jour, il a commencé à discuter dès qu'il le pouvait, m'a aidé à préparer les assiettes, m'a donné à manger quand je ne pouvais pas m'arrêter pour déjeuner et petit à petit, je suis tombé amoureux. James m'a fait me sentir spécial. Il disait qu'il aimait les femmes fortes, que j'étais différent des autres. Un jour, il m'a emmené faire une promenade dans le parc, m'a acheté une glace et m'a fait rire comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Tu as les yeux tristes, tu sais, dit-il en me tenant la main. La vie m'a appris à ne pas trop sourire, répondis-je en détournant le regard. Il me serra fermement la main. Je vais changer ça. Et bêtement, je l'ai cru. Les mois ont passé et je vivais un rêve. Pendant mes jours de congé, il m'emmenait danser, me faisait me sentir belle, me faisait oublier que j'étais juste une fille de la campagne sans personne dans la grande ville. Jusqu'au jour où il a dit quelque chose qui a fait battre mon cœur. Vivons ensemble. Ma poitrine était remplie d'espoir, vivre avec James, avoir un vrai foyer, construire une vie avec quelqu'un qui m'aimait. J'ai accepté sans y réfléchir à deux fois. Ce soir-là, j'ai emballé mon paquet de vêtements et j'ai quitté le restaurant pour suivre l'homme que je croyais être mon avenir. Il m'a emmené dans une petite pièce exiguë du centre-ville. L'endroit sentait le moisi. Les murs étaient sales, mais je m'en fichais car pour la première fois, je n'étais pas seul. Du moins, c'est ce que je pensais. La lune était déjà haute quand James rentra ivre. J'ai essayé de l'aider à enlever ses chaussures, mais il m'a repoussé. « Laisse-moi tranquille, Margaret, dit-il sèchement. J'ai été surpris. Il ne m'avait jamais parlé ainsi. Le lendemain, il s'est excusé, a dit qu'il était fatigué, que ce n'était rien. Mais ce n'était que la première fois. Au fil du temps, l'homme qui disait qu'il m'aimait est devenu une autre personne. Il rentrait tard, agressif, disant des choses que je ne comprenais pas. Jusqu'au soir, quand je lui ai demandé où il était, il a levé la main. Je me suis figé. Il ne m'a pas frappé, mais à ce moment-là, j'ai su que si je restais, tôt ou tard, il le ferait. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis enfui. Une fois de plus, je me retrouvais sans maison, sans personne. J'ai parcouru les rues froides, sentant la ville m'écraser la poitrine. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Cette fois, je ne me suis pas senti désolé pour moi-même. J'ai juste ressenti de la colère. J'avais juré que plus jamais personne ne me traiterait comme un objet jetable, et j'allais tenir cette promesse, même si je devais repartir de zéro. La nuit était froide lorsque je quittais la petite chambre que je partageais avec James. Mes mains tremblaient, non seulement à cause du vent glacial qui me mordait la peau, mais aussi à cause de la peur de ce qui allait suivre. Où irais-je? Que ferais-je? Je n'avais plus de toit, plus de travail et le peu que j'avais économisé se résumait à quelques vieux vêtements en paquet. J'ai parcouru les rues désertes de la ville, sentant mes yeux brûler d'épuisement. Mon esprit essayait de comprendre comment tout s'était effondré si rapidement. Comment, après tant de luttes, je me suis retrouvé dans la même situation que celle dans laquelle je me trouvais à mon arrivée. Je suis passé devant une boulangerie qui venait d'ouvrir. L'odeur du pain frais m'a frappé durement et mon estomac a grogné. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'un endroit où rester, ai-je pensé. Mais avant de trouver l'une ou l'autre de ces choses, je devais survivre cette nuit-là. Le ciel commençait à s'éclaircir lorsque j'aperçus une ruelle derrière un magasin fermé. Je m'appuyai contre le mur et serrai mes genoux, essayant de me protéger du froid. Mes yeux étaient lourds, mais la peur ne m'empêchait pas de dormir. J'ai vu d'autres personnes dans la même situation. Un homme enveloppé dans un morceau de carton. Une femme assise dans un coin, les yeux fixés sur le sol. Le monde nous traitait comme si nous étions invisibles. Je n'étais plus Margaret, la travailleuse du restaurant. Maintenant, j'étais juste une autre âme perdue dans la grande ville. Et c'était une réalité que personne ne voulait voir. Le jour s'est levé et avec lui est venue ma décision. Je n'allais pas abandonner. Je me suis levé,
j'ai épousseté ma jupe et je suis retourné à la recherche de travail. J'ai passé des heures à frapper aux portes, entendant « non » après « non ». Nous avons déjà suffisamment de personnel. Avez-vous déjà travaillé dans ce domaine? Désolé, nous n'embauchons pas. Chaque réponse négative était un coup dur, mais j'ai refusé de tomber, jusqu'à ce qu'à midi, j'entre dans un petit restaurant, épuisé et sans espoir. Le propriétaire, un homme de petite taille avec une épaisse moustache et des yeux fatigués, m'a regardé de haut en bas. « Savez-vous comment nettoyer les sols ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Je peux tout faire, répondis-je sans hésitation. Il se frotta le menton et grogna. « Très bien, tu peux commencer maintenant. » Ma poitrine se remplit de soulagement. C'était un travail simple. Le salaire était faible, mais c'était un nouveau départ. Et après tout ce que j'avais vécu, je savais qu'un nouveau départ valait tout. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Je suis arrivé tôt au restaurant avant les clients et à balayer la salle. Mes bras me faisaient mal, mes pieds me brûlaient à force de marcher d'un endroit à un autre, mais je m'en fichais. Petit à petit, j'ai gagné la confiance du propriétaire. « Tu travailles bien, ma fille. Tu ne te plains pas. Tu n'es pas en retard. Si tu continues, je pourrais te payer un peu plus le mois prochain. » J'ai à peine retenu mon sourire. J'avais besoin de cet argent. Mais même avec ce travail, je n'avais toujours pas de logement. J'ai dormi dans le débarras du restaurant, caché, de peur qu'il le découvre et me mette dehors. Mais j'ai refusé d'abandonner. J'avais déjà tout perdu une fois, je ne le perdrai plus. À cette époque, j'ai appris que la vie dans une grande ville est faite de petites victoires et de grandes défaites. C'est lors d'une de ces défaites que j'ai découvert à quel point le monde peut être cruel. Un soir, le restaurant était plein. La forte odeur de fumée de cigarettes et de bourbon se mélange dans l'air. Les hommes parlaient fort, leur rire était exagéré. J'étais derrière le comptoir, en train de nettoyer des lunettes, quand j'ai entendu mon nom. « Hé, Margaret, serre-nous une autre tournée ici. » J'ai regardé la table et j'ai vu un groupe d'hommes ivres. Mon instinct m'a alerté. J'ai attrapé la bouteille et je la leur ai apportée, en essayant d'être rapide. Mais quand j'ai tendu la main pour lui tendre le verre, j'ai senti l'un d'eux attraper mon poignet. « Quelle main délicate !» murmura-t-il avec un sourire en coin. J'ai essayé de m'éloigner, mais il a resserré sa prise. « Laisse-la partir, mec, dit quelqu'un en arrière-plan. « Ah, je plaisante, rit-il tout en gardant sa poigne ferme. Une jolie fille comme celle-ci devrait servir autre chose que des boissons. » Mon estomac se retourna. J'ai tiré mon bras avec force, et cette fois, il l'a lâché. « Respecte la fille, espèce d'idiot, » s'éleva une autre voix. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu James, l'un des cuisiniers du restaurant, rouge de rage. « Si tu la touches encore, je te briserai le visage. » L'homme rit mais n'insista pas. Ma poitrine montait et descendait rapidement. James m'a tiré par le bras et m'a emmené au fond du restaurant. « Êtes-vous d'accord ?» J'acquiesçai, essayant de cacher le tremblement de mes mains. « Soyez prudent avec ces gars-là, » a-t-il poursuivi. « Ce n'est pas un endroit sûr pour une femme seule. » Je savais qu'il avait raison, mais je n'avais pas le choix. James a commencé à me protéger chaque fois qu'il voyait quelque chose d'anormal, en intervenant. Petit à petit, un sentiment a commencé à grandir. Il était différent de James. Il était calme, travailleur, ne me regardait jamais avec méchanceté. Un jour, alors que le restaurant était sur le point de fermer, il s'est assis à côté de moi au comptoir. « As-tu un endroit où aller ?» Dans un dicton. « Pas encore. » Il resta silencieux pendant un moment, puis dit, « J'ai une chambre libre dans la pension où j'habite. Si tu veux, tu peux y rester jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. » Je l'ai regardé dans les yeux, essayant de voir s'il y avait une intention cachée. Mais tout ce que j'ai vu, c'est de la sincérité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, le destin me donnait une nouvelle chance. Cette nuit-là,
j'ai fait mes valises et j'ai suivi James jusqu'à la pension. La chambre était simple, petite mais propre. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin, dit-il avant de partir. J'ai regardé la porte pendant un moment, essayant de décider si je devais lui faire confiance. Mais au fond, je sentais que James était différent. Je ne savais pas que des années plus tard, il deviendrait la personne la plus importante de ma vie. Quand James a fermé la porte de la chambre et m'a laissé seul, je me suis assis sur le lit et j'ai laissé échapper le souffle que je retenais. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un toit au-dessus de ma tête. Le matelas était fin, les draps sentaient le savon bon marché, mais c'était mon propre espace, une petite pièce dans une modeste pension du centre-ville. Pas de luxe, pas de confort, mais je n'avais besoin que d'un peu de paix. Mes mains glissèrent sur le couvre-lit usé pendant que j'absorbais ce moment. Après tout ce que j'avais vécu au dormir dans la rue, être humilié, subir des violences dans les recoins cachés de la vie finalement, quelqu'un m'a tendu la main sans rien demander en retour. Jacques. Il était encore difficile de croire qu'il existait de bonnes personnes dans le monde, mais il était là. Et même si mon cœur portait encore des cicatrices, je sentais que je pouvais lui faire confiance. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé directement au restaurant. Même épuisé, j'ai travaillé plus dur que jamais car j'avais désormais une raison de me battre. Et James était toujours à proximité, discret mais attentif. « Comment est la chambre ?» a-t-il demandé un soir en nettoyant les tables. « C'est bon, merci. »« Vraiment ?» Il eut un demi-sourire, se frotta le cou comme s'il ne savait pas comment gérer la gratitude. « Tu as traversé beaucoup de choses, n'est-ce pas ?» J'ai juste hoché la tête. Il n'était pas nécessaire d'en dire davantage. Les mois ont passé et le travail acharné a commencé à payer. Le propriétaire du restaurant a remarqué mes efforts et m'a appelé un jour à l'écart. « Margaret, tu sais cuisiner ?» Mon cœur fit un bond. « Oui, je peux cuisiner, monsieur. »« Alors viens à la cuisine demain. Je veux voir si tu peux vraiment. » J'avais du mal à y croire. Après tant de temps à faire la vaisselle et à nettoyer les tables, j'ai enfin eu la chance de montrer que j'étais plus qu'une simple aide. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, déterminé à être impeccable. J'ai attaché mes cheveux, je me suis soigneusement lavé les mains et je suis entré dans la cuisine la tête haute. Et il y avait James, qui me souriait depuis l'autre côté du comptoir. « Bonne chance, Marguerite. » Mon cœur s'est réchauffé. J'ai commencé par aider à préparer les plats, hacher les légumes, assaisonner les viandes, remuer les casseroles. Les premiers jours ont été durs. Les cuisiniers étaient exigeants et toute erreur suscitait des regards durs et des plaintes. Mais je n'ai pas abandonné. Et puis un jour, le chef cuisinier a dû partir plus tôt. Le propriétaire m'a regardé et m'a dit : « Margaret, prépare les sandwichs. Je veux voir s'ils sont aussi bons que tu le dis. » Mon estomac se tordit. Si je me trompais, je perdrais tout. Mais je ne pouvais pas me tromper. Mes doigts tremblaient légèrement pendant que je rassemblais les ingrédients. J'ai fait ce que j'avais appris de ma mère à la ferme. L'odeur de la cuisson des sandwichs, du bacon frit, l'arôme du pain frais m'ont fait voyager dans le temps. Quand j'ai fini, j'ai tout plaqué et je l'ai remis au propriétaire. Il en prit une bouchée, la goûta et resta silencieux un moment. Le temps s'est figé, puis il m'a regardé et a dit : « À partir d'aujourd'hui, c'est toi le cuisinier. » Mes yeux se sont remplis de larmes. J'y suis parvenu. Le lendemain, James apparut dans la cuisine avec une assiette à la main. « Je veux essayer les fameux sandwichs Margaret. » J'ai ri en lui tendant une fourchette. Il y goûta et ferma les yeux de plaisir. « Mon Dieu, épouse-moi. » Je rougis instantanément. James a ri, et moi aussi. Mais nous ne savions pas que ce moment serait le début de quelque chose de bien plus grand entre nous. Le temps a passé, et petit à petit, ma vie a commencé à s'installer. Maintenant, j'ai gagné un peu plus et j'ai réussi à acheter des choses pour ma chambre à la pension. Un jour, après le travail, James m'a raccompagné chez moi.
Alors, as-tu réussi à économiser de l'argent? Petit à petit, répondis-je. Il se frotta le cou, l'air nerveux. As-tu pensé à quitter cette pension et à vivre avec moi? Mon cœur s'emballa. James, Il m'a pris la main. Sérieusement, je t'aime bien, Margaret. Tu es forte, travailleuse. Tu as bon cœur. Je sais que tu as beaucoup souffert, mais je veux te donner un vrai foyer. Les larmes me brûlaient les yeux. Pendant si longtemps, j'avais été rejeté, humilié, rejeté, et maintenant, quelqu'un me regardait avec un amour sincère. Cette nuit-là, je me suis allongé sur le lit, regardant le plafond, effrayé de céder et d'être à nouveau blessé. Mais pour la première fois, mon cœur voulait croire que peut-être le destin m'offrait un nouveau départ. Et ainsi, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à tomber amoureux. Mais la vie, comme toujours, me réservait encore de nombreuses épreuves. La vie semblait enfin s'être installée pour moi. James et moi avons commencé à partager une petite chambre simple mais confortable. Il a continué à travailler au restaurant et moi, maintenant cuisinier, je ressentais une immense fierté à chaque fois que quelqu'un faisait l'éloge de ma nourriture. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à croire que je pourrais peut-être avoir un avenir heureux. Mais la vie, cette maudite chose, n'aime pas que les gens comme moi rêvent trop haut. Et ainsi, sans m'en rendre compte, j'ai été entraîné dans un nouveau cauchemar. Au cours des premiers mois, James était tout ce que j'avais toujours voulu. Il m'a traité avec affection, m'a aidé autant qu'il pouvait, m'a tenu la main pendant que nous nous promenions dans le centre-ville le dimanche. « Tu es ma femme, Margaret, » disait-il. « Nous construirons une vie ensemble. » J'ai cru chaque mot parce que je voulais croire, j'avais besoin de croire. Mais ensuite, de petites choses ont commencé à changer. James a commencé à rentrer tard du travail, et quand je lui ai demandé où il était, il a seulement répondu, avec des amis. Au début, je ne me doutais de rien, mais avec le temps, les retards sont devenus constants, et avec eux sont venues de fragiles excuses. James, pourquoi rentres-tu si tard? Oh, Margaret, tu deviens ennuyeuse maintenant. Je ne peux pas sortir sans avoir à m'expliquer? Ce n'est pas ça. Je voulais juste savoir où tu étais. J'étais là où je voulais être. D'accord. Cette réponse m'a fait mal, mais comme toujours, j'ai ravalé ma fierté et je suis resté silencieux. Peut-être que c'était juste dans ma tête. Peut-être que j'avais une réaction excessive. Jusqu'au soir, il n'est pas rentré du tout à la maison. Je me suis assis sur le lit jusqu'au lever du soleil, avec un cœur qui n'avait jamais fait ça auparavant. Lorsqu'il est finalement arrivé, avec les yeux rouges et la forte odeur d'alcool accrochée à ses vêtements, ma patience s'est épuisée. « Où étiez-vous » ai-je demandé fermement. Il renifla en jetant ses clés par terre. « J'ai dormi chez un ami. » « Quel ami » Il m'a regardé avec impatience. « Margaret, arrête ça. Penses-tu que je suis ta prisonnière? Non, James, mais je suis ta femme. J'ai le droit de savoir où tu as dormi. » Il m'a regardé d'une manière qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, d'une manière qui m'a glacé jusqu'aux os. « Si tu n'es pas content, la porte est ouverte. » Mon cœur s'est brisé à ce moment-là. Cet homme, celui-là même qui avait promis de prendre soin de moi, qui m'avait donné un foyer alors que je n'avais rien, me parlait désormais comme si je n'étais rien. Mais je ne voulais toujours pas voir la vérité. Je pensais toujours qu'il pourrait redevenir le James qui m'avait fait sourire. Et c'était ma plus grande illusion. Le coup est venu quelques mois plus tard. Je sentais déjà dans mon cœur que quelque chose n'allait pas, mais j'ai fermé les yeux pour ne pas voir, jusqu'au jour où une des serveuses du restaurant, une fille nommée Sarah, m'a appelé à l'écart. « Margaret, je dois te dire quelque chose. » Mon estomac se retourna. « Qu'est-ce que c'est » Elle hésita un instant, puis le dit clairement. « James a une autre femme. » J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. « Quoi ? Il fréquente une femme du quartier des commerçants. Je les ai vus plusieurs fois ensemble. » Mon esprit tournait.
Mon corps est devenu froid. J'avais envie de crier, de pleurer, de m'arracher les cheveux, mais je n'ai rien fait. Je suis resté là, sentant mon cœur se briser. Ce soir-là, quand James est rentré à la maison, j'attendais déjà. Il entra sans me regarder, ôta ses chaussures et se coucha directement. James, j'ai appelé. Il n'a pas répondu. Je sais, il fronça les sourcils. Non, quoi? J'ai ravalé mes larmes. Je sais que tu as une autre femme. Silence. Un silence si lourd qu'il semblait engloutir l'air de la pièce. Puis il soupira et dit la pire chose que j'ai pu entendre. Et alors? Ma poitrine me brûlait. Et alors? Je suis ta femme, James. Tu me l'as promis. J'ai promis quoi, Margaret? Que je te soutiendrai pour le reste de ta vie? Que je serai l'homme parfait? Réveille-toi. J'ai tout abandonné pour toi. Il a ri. Un rire amer et cruel. Abandonné quoi? Tu n'as jamais rien eu. Ces mots m'ont détruit. Je n'avais jamais rien eu. Pas quand j'étais enfant. Pas quand je travaillais comme femme de ménage. Pas quand j'étais abandonné au monde sans un sou. Et maintenant, même après tant de luttes, je n'avais toujours rien. Cette nuit-là, j'ai pris la décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. J'ai emballé mes vêtements, les ai mis en paquet et me suis tenu près de la porte. James était allongé sur le lit, indifférent. Mais avant de partir, je l'ai regardé une dernière fois. Vous pensez peut-être que je suis faible maintenant. Vous pouvez vous moquer de moi. Vous pouvez dire que je n'ai jamais rien eu. J'ai pris une profonde inspiration. Mais un jour, je serai plus que tout ça. Il n'a pas répondu. Et pour la deuxième fois de ma vie, je suis parti sans me retourner. L'air de la nuit était froid, mais cette fois, je ne me sentais pas perdu. J'avais déjà vécu ça. Et cette fois, je savais exactement quoi faire. J'allais recommencer, mais cette fois, personne ne me détruirait. Personne. La porte de la petite pièce s'est refermée derrière moi. Et pour la deuxième fois de ma vie, j'ai quitté la maison sans me retourner. L'air froid de la nuit embrassa ma peau, mais je ne ressentis aucun frisson. Cette fois, la douleur ne m'a pas écrasé. Cette fois, il n'y avait pas de désespoir, pas de larmes coulant sur mon visage. Il n'y avait qu'une seule certitude, je ne dépendrai plus jamais d'aucun homme. J'ai parcouru les rues désertes, sentant le poids de mon paquet de vêtements sur mon épaule. Mon cœur battait fort, comme si chaque pas que je faisais était un coup porté au sort qui tentait de m'écraser depuis ma naissance. Je n'avais nulle part où aller, mais pour la première fois, cela ne m'a pas fait peur car désormais, j'étais capable de me reconstruire autant de fois que nécessaire. Quand le jour s'est levé, je suis allé directement au travail. Le propriétaire du restaurant m'a regardé étrangement lorsqu'il m'a vu arriver avant tout le monde. « Qu'est-ce que tu fais ici si tôt ? » « J'ai besoin de travail, répondis-je. Il haussa un sourcil. « Tu travailles déjà ici. » J'ai pris une profonde inspiration. Je veux plus. J'ai besoin d'économiser de l'argent. N'importe quoi. Il m'a regardé pendant quelques secondes, puis a grogné. Tu veux plus de travail? Alors nettoie la réserve. Il y a des caisses de boissons moisies là-bas. Si tu peux le gérer, je te paierai un supplément à la fin du mois. Je n'ai pas hésité. J'ai attaché mon tablier, attaché mes cheveux et me suis dirigé vers l'arrière. J'ai passé toute la journée à nettoyer l'entrepôt, à soulever de lourdes caisses, à balayer la poussière, à frotter chaque recoin jusqu'à ce que mes mains soient engourdies. Et quand j'ai fini, j'ai ressenti une fierté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que personne ne pouvait plus rien me prendre. Je ne dépendais plus de James. Je ne dépendais pas d'un toit qui n'était pas le mien. Et à partir de ce jour, tout ce que j'avais serait construit de mes propres mains. Dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé sans relâche. Si quelqu'un avait besoin d'aide, je me portais volontaire. S'il y avait plus de vaisselle à laver,
Plus de sol à nettoyer, je le ferai sans me plaindre. La grande ville m'avait appris que le monde n'avait aucune pitié pour les faibles, et j'ai refusé d'être faible. Au fil du temps, les clients ont commencé à me remarquer. Certains ont loué ma nourriture, d'autres m'ont demandé de préparer des plats spéciaux. Le propriétaire l'a remarqué et m'a appelé au bureau. Vous avez du talent. Les clients aiment votre assaisonnement. Mon cœur s'emballa. Merci, monsieur. Il soupira comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Avez-vous déjà pensé à ouvrir votre propre entreprise? Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Moi, j'ai ma propre entreprise. L'idée semblait tellement impossible que j'en ai presque ri, mais il ne plaisantait pas. Vous avez déjà une clientèle fidèle. Si vous faites des économies, vous pourriez ouvrir un petit restaurant. J'étais sans voix. C'était la première fois que quelqu'un croyait que je pouvais être plus qu'une simple servante. Cette nuit-là, je me suis allongé sur mon lit à la pension, regardant le plafond. Je me souvenais de tout ce que j'avais vécu. Je me souviens du jour où ma mère m'a abandonné pour travailler comme femme de ménage. Je me souviens du jour où je me suis enfui de la maison du maître pour éviter tout danger. Je me souviens du jour où je suis arrivé en ville avec rien, pas un seul centime. Je me souviens du jour où je suis tombé amoureux de James, croyant à ses mensonges. Je me souviens du jour où il m'a trahi et m'a dit que je n'aurais jamais rien. Et maintenant, j'étais déterminé à me prouver que je pouvais construire ma vie selon mes propres conditions. J'ai commencé à économiser chaque centime. J'ai mangé moins, j'ai économisé jusqu'au bout. Il a fallu 2 ans pour économiser de l'argent. Et quand j'en ai finalement eu assez, j'ai loué un petit espace en centre-ville. C'était un endroit modeste, une petite porte avec un comptoir, mais c'était le mien. Ma mère disait qu'une femme n'avait pas besoin d'étudier, qu'une femme était née pour servir. James disait que je n'aurais jamais rien, que je dépendrais toujours d'un homme. Mais en ouvrant mon petit restaurant, je me suis prouvé que plus jamais personne ne déciderait de mon destin à ma place. Le premier jour de fonctionnement, j'ai enfilé mon tablier et je me suis tenu derrière le poêle. L'odeur des sandwichs en train de cuire emplissait l'air et peu à peu, les clients ont commencé à arriver. Le premier repas que j'ai vendu était à un homme âgé en costume usé. Il prit l'assiette, mordit, puis sourit. « Madame, c'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé de ma vie. » Mes yeux me piquaient d'émotion. À ce moment-là, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je n'étais plus une femme rejetée, humiliée et oubliée. J'étais Margaret, propriétaire de mon propre destin. Et ce n'était que le début de ma véritable histoire. Le restaurant fonctionnait depuis plus d'1 an. Je me souviens encore du premier jour, de la peur de ne pas réussir, de la nervosité de servir les premiers clients. Petit à petit, j'ai commencé à me faire une réputation, et les sandwichs que je préparais se sont fait connaître. J'ai réussi à acheter de nouveaux ustensiles et même une jolie pancarte à l'entrée, Margaret is Home Cooking. Chaque fois que je le regardais, une immense fierté remplissait ma poitrine. Pour la première fois, j'avais quelque chose qui m'appartenait vraiment. Mais la vie ne nous laisse jamais nous reposer trop longtemps. C'était un après-midi chaud lorsqu'un personnage du passé franchit la porte du restaurant. Au début, je ne l'ai pas reconnu, puis elle a enlevé ses lunettes de soleil et m'a regardé dans les yeux. C'était Émilie, ma fille. Mon cœur s'est figé. Le temps avait passé pour nous deux. Cela faisait plus de 10 ans depuis le jour où j'avais été abandonné à la maison de retraite comme si je n'étais rien, 10 ans sans appel, sans lettre, sans un seul « Comment vas-tu, maman ?» Et maintenant, elle était là, debout devant moi. J'ai avalé difficilement, sentant une vague d'émotions m'écraser, colère, ressentiment, tristesse et, au fond, une douleur qui n'avait jamais disparu. Émilie tira une chaise et s'assit sans être invitée. Nous sommes restés assis en silence pendant de longues secondes, puis elle a parlé. « J'ai entendu dire que tu avais ouvert un restaurant. » Ma voix était dure. « Comment as-tu entendu ?» Elle hésita. « Un ami me l'a dit. » J'ai croisé les bras. « Et qu'est-ce que tu veux ici, Émilie ?
Elle baissa les yeux, jouant avec la bague à son doigt. Maman? Ne m'appelle pas maman. La phrase est restée coincée dans ma gorge, mais je ne l'ai pas dite car malgré tout, elle était toujours ma fille et je voulais entendre ce qu'elle avait à dire. J'avais tort, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. Je sais que je t'ai maltraité. Je sais que j'ai été ingrat. Mes yeux me piquaient. Tu n'as pas été seulement ingrate, Émilie. Tu m'as abandonné. M'as laissé dans cette maison de retraite comme si j'étais un fardeau. Elle baissa la tête. Je sais. Tu sais. Ma voix était plus forte que prévu. Et qu'as-tu fait de ça? Tu as passé 10 ans sans regarder en arrière, 10 ans sans te soucier de savoir si j'étais vivant ou mort. Elle prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis murmura, je le regrette. J'ai ri sans humour. Le regretter maintenant, après 10 ans. Je pensais que tu ne me pardonnerais jamais, dit-elle en me regardant, la poitrine brûlante. Et pourquoi penses-tu que je le ferais maintenant? Elle est restée silencieuse puis a dit la vérité. Parce que je suis seule. Mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. Elle a continué. Mon mari m'a quitté, il a tout pris. Je suis sans maison, sans argent, sans rien. Ces mots résonnaient dans ma poitrine. C'était qu'elle n'était pas venue parce que je lui manquais. Elle est venue parce qu'elle n'avait plus personne et elle espérait que je l'accueillerais, la même mère qu'elle avait abandonnée. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, ressentant un mélange de colère et de tristesse. J'aurais pu la renvoyer, lui faire ressentir ce que je ressentais. J'aurais pu lui tourner le dos et la laisser souffrir comme elle l'a fait avec moi. Mais alors une voix en moi murmura, « Tu n'es pas comme eux. » Ma mère m'a abandonné quand j'étais jeune. James m'a humilié quand j'avais le plus besoin de lui. Emily m'a abandonné quand je n'étais plus utile, et j'avais survécu. J'avais triomphé. Et c'était précisément à cause de cela que je n'avais pas besoin de renvoyer la même haine au monde. J'ai pris une profonde inspiration, je l'ai regardée et j'ai dit, « Veux-tu travailler ?» Elle m'a regardé, confuse. « Et si tu veux recommencer ? Je vais te donner une opportunité, mais ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Ici, personne n'obtient rien gratuitement. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu me pardonnes ?» J'ai baissé les yeux. Le pardon est quelque chose qui se mérite, Émilie. Elle hocha la tête, comprenant. Et là, à ce moment-là, le destin nous a donné une dernière chance. Une chance de reconstruire, non pas le passé, mais un nouvel avenir ensemble. Les jours qui ont suivi ont été étranges, voir Émilie dans mon restaurant, portant un tablier comme le mien, servant les tables et faisant la vaisselle. C'était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé arriver. Elle, qui avait autrefois honte de moi, qui me tournait le dos, était maintenant là pour essayer de prouver qu'elle méritait une seconde chance. Mais pourrais-je lui pardonner? Au début, tout était difficile. Les clients la regardaient avec curiosité, et certains qui connaissaient déjà mon histoire demandaient à voix basse, « Est-ce votre fille ?» J'acquiesçais simplement et les questions continuaient. « Comment peux-tu la laisser ici après ce qu'elle a fait ?» Je n'ai jamais su quoi répondre car au fond, je n'étais toujours pas sûr de ce que je ressentais. Émilie semblait également perdue. Elle ne savait pas comment me parler. J'ai vu ses efforts dans chaque petit geste. Elle restait tard pour nettoyer le restaurant, m'apportait du café avant que je le lui demande, essayait de bavarder sur des choses simples comme la météo ou les clients. Mais entre nous, il y avait un mur visible. Un mur qu'elle a elle-même construit lorsqu'elle m'a abandonné à la maison de retraite. Et maintenant, elle essayait de le démolir, brique par brique. Jusqu'au jour où sa patience s'est épuisée. Le restaurant était déjà fermé et je nettoyais le comptoir lorsqu'elle jeta un chiffon sur la table et dit d'une voix tremblante. « Combien de temps vas-tu me punir, maman ?» J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardée. « Que veux-tu dire ? Je sais que tu me détestes toujours. Je sais que tu me laisses rester ici seulement parce que tu as un bon cœur, mais combien de temps vas-tu continuer à me traiter comme un étranger ? J'ai croisé les bras.
Tu veux que j'oublie tout du jour au lendemain. Je veux juste une chance. Elle inspira profondément et passa ses mains sur son visage, frustrée. J'ai déjà compris que j'étais une fille horrible. J'ai déjà réalisé que je t'avais blessé d'une manière que je ne pourrais peut-être jamais réparer. Mais j'essaie, maman. J'essaie. Ma gorge se serra. Émilie n'avait jamais dit ça. Je n'ai jamais admis sa culpabilité aussi directement. Et là, en la voyant devant moi vulnérable, fatiguée, repentante, quelque chose en moi a fini par se briser. Je m'approchai lentement et la regardai dans les yeux. Veux-tu vraiment changer, Émilie? Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je fais. Alors prouve-le. Elle cligna des yeux, surprise. Comment? Je lui ai tenu la main et j'ai parlé fermement. Ce n'est pas seulement en travaillant ici que vous réparerez ce que vous avez fait. Vous devez être une femme différente. Comment puis-je faire ça? Demanda-t-elle, les yeux humides. N'abandonne jamais ceux qui t'aiment. Ne tourne jamais le dos à ceux qui te tendent la main. Ne traite jamais personne comme tu m'as traité. Elle sanglotait, hochant la tête en signe d'accord. Et puis, après des années, après tant de ressentiments et de douleurs accumulées, je l'ai serrée dans mes bras. Elle a fondu en larmes dans mes bras et j'ai senti un énorme poids se dissoudre en moi. Je ne pardonnais pas seulement à Émilie, je me libérais et enfin, je pouvais avancer. Aujourd'hui, assis devant la porte de mon restaurant, modeste et accueillant, il reflète tout mon parcours. Je sens que finalement, chaque centime, chaque goutte de sueur, chaque cri de révolte m'a amené ici. Je m'appelle Margaret et voici l'histoire de la façon dont j'ai lutté contre le destin, récupéré ma dignité et transformé la douleur en force pour bâtir un héritage. Quand je regarde en arrière, je vois une route pleine d'ombre et de faibles lumières. Je me souviens des jours où le monde semblait m'avoir abandonné. Les nuits froides où je dormais dans la rue sans abri ni espoir. Les moments où le dédain et la trahison semblaient avoir scellé mon sort. Mais à chaque défi, j'ai appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever même lorsque le corps et l'âme appellent à l'abandon. Après cette douloureuse rencontre avec Émilie, ma fille qui m'avait autrefois rejetée et qui cherchait maintenant la rédemption, j'ai décidé que le véritable changement commençait en moi. Je savais que le pardon n'était pas un oubli, mais une libération du cœur d'un fardeau insupportable. Et ainsi, j'ai commencé à emprunter une nouvelle voie, la voie du dépassement. Les jours qui ont suivi nos retrouvailles ont été remplis de longues conversations silencieuses, de larmes partagées et d'épreuves que seul le temps et l'amour peuvent guérir. Chaque matin, en ouvrant les portes de mon restaurant, je voyais non seulement des clients affamés, mais aussi des gens qui, comme moi, cherchaient refuge, preuve que la vie pouvait reprendre. Durant cette période, j'ai réalisé que la force de mon histoire ne résidait pas seulement en moi, mais aussi en chaque personne qui s'identifiait à la lutte quotidienne pour la dignité. Les sandwichs que je préparais avec tant de soin sont devenus un symbole. Un plat qui disait « Je me suis battu, j'ai souffert, mais aujourd'hui j'ai une maison ». Les clients venaient de loin, non seulement pour manger, mais aussi pour ressentir l'énergie de quelqu'un qui n'avait pas laissé l'adversité l'emporter. Pendant ce temps, Émilie cherchait des moyens de se racheter. Elle a travaillé à mes côtés, d'abord timidement, puis avec plus d'assurance, comprenant que pour reconstruire sa propre vie, il lui fallait d'abord réparer les erreurs du passé. J'ai appris à ne pas être sévère, mais à fixer des limites. Je lui ai appris que le pardon est une voie à double sens. Si vous espérez être pardonné, vous devez aussi pardonner. Et petit à petit, nous avons reconstruit notre relation, brique par brique, avec beaucoup d'efforts et surtout, avec amour. Les difficultés n'ont pas disparu du jour au lendemain. Il y avait des nuits où des souvenirs du bon vieux temps frappaient à la porte, menaçant de m'entraîner vers l'abîme. Je me souviens d'une au bout, après une vive dispute avec Émilie sur l'avenir, j'ai ressenti le poids de tous mes échecs. J'étais assis seul dans le couloir, sentant les murs se refermer autour de moi, comme s'ils voulaient m'enfermer dans ce moment de désespoir. Mais à ce moment précis, je me suis souvenu de chaque bataille que j'avais déjà gagnée. Je me suis souvenu du chemin parcouru.
De l'humble fille qui rêvait d'un foyer sûr à la femme qui refusait de se laisser définir par l'abandon et la trahison. Petit à petit, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit sur la douleur, la solitude, la rébellion qui m'a poussé à me battre. J'ai écrit sur l'espoir qui s'est enflammé au milieu de l'obscurité. Chaque mot, chaque page était à la fois un exutoire et une réaffirmation que j'étais plus fort que n'importe quel revers. J'ai découvert que l'écriture devenait une thérapie, un moyen de transformer la douleur en art, la tristesse en inspiration. J'ai organisé de petits rassemblements au restaurant où clients et amis pouvaient partager leurs propres histoires de lutte et de dépassement. Nous avons créé un environnement où la douleur n'était pas une source de honte, mais un tremplin pour la transformation. Les gens qui ont traversé des moments difficiles y ont trouvé un endroit pour se ressourcer et se reconstruire. Aujourd'hui, avec le recul, je constate que chaque cicatrice sur mon corps raconte une histoire de victoire. Les marques d'années de dur labeur, les traces de larmes et les coupures de la vie difficile que j'ai menée se sont transformées en médailles invisibles du courage. Je refuse de laisser le passé me définir. Le restaurant que j'ai construit n'est pas seulement une entreprise. C'est un sanctuaire. C'est un endroit où les gens comme moi trouvent du réconfort, où le simple fait de manger devient une célébration de la vie. Chaque plat que je sers porte un morceau de mon histoire. L'histoire d'une femme qui, même face à l'adversité, a décidé que son destin ne serait pas dicté par l'abandon ou la douleur. Et j'ai appris que pour vraiment vaincre, nous devons regarder à l'intérieur et trouver cette étincelle qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. Peu importe combien de fois le monde essaie de nous renverser, l'âme qui se bat trouvera toujours la force de recommencer. Aujourd'hui, je dis à toutes les femmes méprisées, abandonnées, qui se sentent seules et sans valeur, vous êtes capables de transformer votre douleur en pouvoir, de convertir vos larmes en sourires, de faire de votre souffrance le fondement d'une nouvelle vie. Mon héritage, ce que j'ai construit avec tant de sueur, ne se limite pas à Margaret S. Home Cooking. C'est le message que je laisse aux générations futures. Ne laissez personne définir votre valeur. Combattez même lorsque tout semble perdu. Croyez qu'après chaque tempête, le soleil peut briller plus fort. Et si jamais vous vous sentez seul, regardez en vous et rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de se relever. N'oubliez pas que chaque cicatrice est la preuve vivante que vous avez gagné. En repensant à mon parcours d'aujourd'hui, je vois comment chaque décision, chaque moment de persévérance ou l'abandon semblait la seule option, à sculpter la femme que je suis devenue. Mes expériences témoignent du pouvoir transformateur de l'autocompassion et d'une détermination inébranlable. Moi, Margaret, j'incarne la vérité selon laquelle le triomphe n'est pas une destination fixe, mais plutôt une expédition continue. Sur ce chemin, chaque pas compte. Chaque échec apporte de la sagesse, et même les plus petites victoires méritent d'être reconnues. Lorsque je tends un sandwich fraîchement préparé à un client avec un sourire chaleureux, ou lorsque le rire contagieux d'Émilie remplit notre espace, je comprends que chaque épreuve avait un sens. En fin de compte, l'existence distille ces précieux exemples de profonde gratitude et la connaissance que nous possédons une plus grande force que nos défis. Mon message pour vous tous est le suivant, refusez de laisser les blessures du passé dicter votre identité. Construisez avec patience et persévérance la vie que vous méritez ou une vie riche en affection, en dignité, en réalisation et, surtout, en optimisme. Alors que je termine une autre journée de travail, alors que l'obscurité recouvre doucement le paysage urbain, je reconnais que mon chemin, bien que marqué de blessures, déborde également de luminosité. Cette illumination émane désormais non seulement de moi, mais de tous ceux qui se sont découverts, se sont tenus debout et ont évolué. Cela constitue ma contribution durable. Cela représente mon moi authentique. Et si jamais le doute fait surface, rappelez-vous ceci, j'ai enduré et j'ai vaincu. Vous aussi, vous pouvez triompher. Bonjour cher public, je m'appelle Margaret et je voudrais sincèrement vous remercier tous d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire aujourd'hui. À 72 ans, en repensant à mon parcours, j'ai réalisé que chaque blessure et chaque défi sont devenus une partie indissociable de qui je suis aujourd'hui. Ma vie d'une petite fille pauvre dans la campagne du Texas à une femme mise de côté par la société, et enfin, la fière propriétaire d'un petit restaurant est un témoignage du pouvoir de la foi et de la persévérance.